Si vous avez grandi en France, il y avait forcément une motobécane quelque part dans votre vie. La mob garée devant le lycée, le petit moteur qu'on lançait à la pédale, le nom bleu sur le réservoir qu'on trafiquait en cachette pour gagner 3 km/h. Derrière ce souvenir se cachait un géant. Le deuxième producteur de deux roues au monde, derrière le seul Japon. Des milliers d'ouvriers dans l'aine, une mobilette dans presque chaque foyer. Cette maison avait survécu aux crises des années 30, survécu à l'occupation, survécu à tout. Et pourtant, à son sommet même, ce colosse a construit l'engin le plus bizarre de toute son histoire. Un cyclomoteur, nain, pliable, aux roues de poupée, que personne n'a jamais voulu. Comment le roi de la mobilette a-t-il pu inventer une chose pareille ? Et comment ce nom, présent dans chaque village de France, a-t-il fini par s'effacer ? Chapitre 1. Le roi tricolore de la route. Il faut d'abord comprendre ce qu'était motobécane, sinon on ne comprendra rien à la Mobix. Pendant un demi-siècle, ce nom-là a été inscrit sur le réservoir de la première machine que des millions de Français ont possédée. Pas une voiture, pas une vraie moto, une mobilette. Le petit engin beige ou bleu qu'on garait devant le lycée, qu'on trafiquait en cachette pour lui arracher 3 km/h de plus, qu'on poussait sous la pluie quand le moteur noyait. Dans les années 60, la mobilette, c'était la Clio d'aujourd'hui, dira plus tard Michel Pagès, l'un des hommes de la maison. Une machine du quotidien, une machine de tout le monde. Et derrière elle, une entreprise qui, à son sommet, régnait sans partage sur le deux roues français. Cette histoire-là commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, par une rencontre entre deux salariés. Nous sommes à Pantin, en Seine-Saint-Denis, au début des années 1920. Deux hommes qui travaillent chez le même équipementier, la SICAM, décident de se mettre à leur compte. Charles Benoît, l'ingénieur, et Abel Bardin, le technico-commercial. Il leur faut de l'argent, de la méthode, un troisième pilier. Ce sera Jules Bénézec, ingénieur lui aussi, qui apporte le soutien financier et technique, et qui fondera au passage Novi, la filiale électrique. Un quatrième nom apparaît dans les archives, celui d'Alphonse Tallet, associé à la conception de la toute première machine. Cette première machine s'appelle la MB1, une motocyclette de 175 cm3 entraînée par courroie. Les ateliers de la motobécane sont officiellement déclarés le 11 décembre 1924, 13 rue Beaurepaire, avant de s'installer à l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de la rue de Paris. Je dis officiellement parce que les sources hésitent. Certains datent la naissance de la marque de 1922, d'autres de 1923. Disons, pour être honnête, le début des années 20. C'est déjà assez précis pour ce qui va suivre. 2 ans plus tard, en 1926, la maison se dédouble. On crée une marque sœur, Motoconfort, avec un modèle de 308 cm3. La raison est révélatrice de l'esprit prudent de ses fondateurs. Si la nouvelle gamme échouait commercialement, il ne fallait surtout pas que la chute éclabousse le nom de motobécane. On protégeait la marque mère derrière une marque paravent. Retenez ce réflexe. Cette entreprise a toujours su avoir peur au bon endroit. Sauf, précisément, le jour où elle a lancé la Mobix. Mais le vrai tournant, celui qui va tout changer, porte un seul nom, Éric Jolme. Neveu de Charles Benoît, né à Montpellier le 27 juin 1913, il prend la direction du bureau d'études en 1941. Et en 1949, il assemble une machine à partir d'un cadre de vélo renforcé et d'un petit moteur de 50 cm3. Le premier modèle s'appelle l'AV3. On l'appellera bientôt, tout simplement, la mobilette. Il faut mesurer le chemin parcouru pour que ce succès prenne son sens. Entre la MB1 des débuts et la mobilette, il y a eu les crises des années 30, il y a eu la guerre, il y a eu l'occupation. L'entreprise a traversé tout cela. Elle a survécu à ce qui a emporté tant d'autres. Et c'est une maison aguerrie, endurcie par un quart de siècle d'épreuves, qui se retrouve à la Libération parfaitement placée pour équiper une France qui veut à nouveau bouger, travailler, se déplacer, mais qui n'a pas encore les moyens de la voiture. Le succès alors
dépasse tout ce que la maison avait imaginé. La millionième mobilette sort des chaînes le 14 octobre 1955. 2 ans plus tard, en 1957, arrive l'AV88, la bleue, le cyclomoteur le plus vendu au monde. La bleue restera en production pendant des décennies et sera produite à quelques 15 millions d'exemplaires, un chiffre qui n'a plus grand-chose à voir avec l'industrie et tout à voir avec la civilisation. Il n'y avait pas, dans la France de ces années-là, de village sans son garage motobécane, ni de génération d'adolescents qui n'aient connu ce rite de passage. La première mob, la première liberté, le premier moteur qu'on démonte sur la table de la cuisine. Le mot entrera dans le langage courant. La mob deviendra un nom commun. On ne vendait pas un produit, on équipait un pays. La France apprend à rouler sur une motobécane. Voilà le géant, voilà le roi tricolore de la route. Et c'est au sommet de cette gloire, quand plus rien ne semblait pouvoir l'atteindre, que la maison va concevoir l'engin le plus étrange de toute son histoire. Chapitre 2. Saint-Quentin, la ville mobilette. Un succès pareil, ça ne tient pas dans une usine de Pantin. Au début des années 50, les ateliers d'Île-de-France sont saturés. Il faut de l'espace, beaucoup d'espace. En 1951, Motobécane s'installe dans l'Aisne, à Saint-Quentin, rue de la Fère, dans une ancienne usine textile. Un second site suivra à Rouvroy. Et ce détail, une usine à mobilette qui prend la place d'une usine à tisser, n'est pas un hasard de l'immobilier. C'est une transmission. Écoutez ce que dit Frédéric Pilet, chargé d'études documentaires à la ville de Saint-Quentin, qui a étudié cette histoire de près. Les ouvriers du textile, explique-t-il, avaient l'habitude de piloter des machines à tisser. Ils étaient parfaitement compétents pour passer aux chaînes de production mécanique. Le savoir-faire d'une industrie mourante a nourri la naissance d'une autre. Les mêmes mains, la même région, la même patience du geste répété. On ne fabrique pas une mobilette avec des machines. On la fabrique avec des gens qui savent déjà ce que c'est que de tenir une cadence. Il faut imaginer ce que c'était, un matin, devant les grilles de la rue de la Fère. La sirène qui découpe la journée en équipe. Le flot des bleus de travail qui convergent depuis les quartiers ouvriers de Saint-Quentin, à pied, à vélo et forcément à mobilette. À l'intérieur, l'odeur, cette signature qu'aucun ancien n'a jamais oubliée. L'huile chaude, le métal, la peinture des carénages, la gomme des pneus qu'on monte à la main. Le bruit surtout, les presses, les chaînes, ce martèlement continu qu'on cesse d'entendre au bout d'une semaine et qu'on ne remarque plus que le jour où il s'arrête. À midi, la cantine, ce moment presque sacré de l'usine française où l'on s'asseyait pour manger correctement, à table, entre collègues, une heure qui appartenait aux ouvriers autant qu'aux patrons. Et le soir, le même flot en sens inverse, chacun rentrant chez soi sur la machine qu'il avait peut-être, de ses propres mains, contribué à assembler. Et ces gens-là arrivent en nombre. Le site de Saint-Quentin s'étend sur 340 000 m². Le groupe entier, avec Polymécanique pour les moteurs, avec Novi pour l'électrique, emploie près de 3000 personnes rien qu'en région parisienne. À Saint-Quentin, quand l'entreprise tourne à plein régime, on parle de plus de 4000 salariés. Les sources divergent sur le chiffre exact. Certaines évoquent 5000 postes possibles, d'autres un pic un peu inférieur. Retenons qu'il s'agit de plusieurs milliers d'hommes et de femmes. Car il y a beaucoup de femmes sur ces chaînes, comme il y en avait dans le textile d'avant. Une ville dans la ville, une ville mobilette. Et une usine de cette taille, dans la France des Trente Glorieuses, ce n'était pas seulement un lieu de travail. C'était une institution qui organisait la vie au-delà des grilles. Le comité d'entreprise, arraché par les ouvriers et non offert par la direction, gérait tout un pan de l'existence. Les activités, les loisirs, l'entraide, les vacances des enfants. On entrait souvent chez Motobécane comme on entrait dans une lignée. Le père y avait sa place, le fils prendrait la sienne, parfois la mère et la fille sur les chaînes d'à côté. La ville et l'usine ne faisaient qu'un. Au point qu'aujourd'hui encore, dans le pays de Saint-Quentin, d'anciens ouvriers ne disent pas qu'ils ont travaillé chez Motobécane. Ils disent qu'ils sont, qu'ils restent Motobécane.
On ne quitte pas si facilement ce qui vous a donné un métier, un salaire et une identité. Il ne faut pas peindre ce monde en rose. Il était dur. Le printemps 1971, à la Polymécanique, une grève de 36 jours immobilise la fabrication des moteurs. Les ouvriers de la région parisienne cessent le travail, en solidarité avec les milliers de salariés de Saint-Quentin, dans une tension que la CGT et la direction ne cherchent pas à cacher. La ville mobilette n'était pas une famille harmonieuse. C'était une usine, avec ses conflits, ses cadences, ses rapports de force. Mais c'était aussi un monde qui produisait, qui tenait debout, qui donnait un salaire et une place à des milliers de familles. Et ça comptait. Au sommet de cette machine humaine, 2 hommes encore. Éric Jolm, toujours à la tête du bureau d'études, où il restera jusqu'en 1978, et Charles Benoît, le cofondateur, qui reste, le mot est de Frédéric Pilet, toujours décideur. C'est là que se glisse la première ombre de notre histoire. Car ce même Pilet ajoute une phrase qui, avec le recul, sonne comme un avertissement. Benoît, dit-il, n'avait pas forcément la bonne vision sur l'évolution qu'il fallait donner à la mobilette. La bonne vision. Retenez ces 3 mots. Parce qu'au moment même où la ville mobilette atteint sa pleine puissance, quelque part dans les bureaux d'études, on est en train d'imaginer une machine qui va incarner, à elle seule, tout ce qu'une mauvaise vision peut produire. Chapitre 3. L'ère des loisirs. Rêver plus petit. Pour comprendre la Mobix, il faut comprendre une France qui change. Nous sommes au début des années 70. La France des congés payés, arrachée en 1936, est devenue la France des vacances de masse. Le camping n'est plus le bivouac spartiate d'avant-guerre. C'est une industrie, ce qu'on commence à appeler l'hôtellerie de plein air. La caravane se démocratise. Le camping-car apparaît. Des centaines de milliers de familles prennent la route l'été, la voiture chargée jusqu'au toit, vers un emplacement au bord de la mer ou d'un lac. Et quelqu'un, chez Motobécane, se pose une question qui, sur le papier, est brillante. Une fois arrivé au camping, une fois la caravane posée, il faut bien se déplacer. Aller chercher le pain, faire le tour du lac, descendre au village. La voiture, on la laisse au terrain. La vraie mobilette, elle, est trop encombrante à transporter. D'où l'idée, inventer une catégorie neuve. Un cyclomoteur minuscule, léger, pliable, qu'on rangerait dans le coffre de la voiture ou à l'arrière du camping-car, et qu'on sortirait sur place comme on sort une chaise longue. C'est l'idée de la motovalise. L'expression est de Jean Goyard dans l'encyclopédie de la moto de François-Marie Dumas. Il parlait aussi, avec une lucidité qui fait sourire aujourd'hui, de moto-gadget. D'autres résumeront le projet d'une formule, la philosophie du plus petit poussée à son terme. Faire tout petit, faire pliable, faire tenir la liberté dans un coffre de 4 ailes. Ici, une confession de recherche s'impose, parce que cette histoire est pleine de trous et qu'il serait malhonnête de les combler par de l'invention. Mais qui a eu cette idée ? L'histoire ne l'a pas retenue, pas plus le nom de l'ingénieur qui l'a porté que celui du dirigeant qui l'a défendu dans les réunions de la direction. Le bureau d'études était dirigé par Éric Jolm sur toute la période, mais aucune source accessible ne lui attribue nommément la paternité de cette machine. Il y a, dans ce silence des archives, quelque chose de troublant. La mobilette, tout le monde sait qu'elle est de Jolm. La Mobix, personne ne veut la revendiquer. Comme si la maison avait préféré oublier le nom du père. Une chose est sûre, Motobécane n'était pas seul à rêver petit. Quelques années plus tôt, en octobre 1967, le grand rival Solex avait présenté aux professionnels un engin minuscule, le Micron, commercialisé au tout début de 1968. Même philosophie, même promesse de compacité. Et un échec presque total. Environ 4000 exemplaires en tout, entre 1968 et 1974. La raison de cet échec est technique et réglementaire, et Motobécane l'a très bien comprise. Le Micron, dépourvu de pédales, était classé vélomoteur. Il fallait le permis, le casque, la carte grise. Un cauchemar administratif pour un jouet de vacances. 4000 exemplaires en 6 ans, pour un engin de grande marque, ce n'est pas un demi-succès, c'est un avertissement. Le marché avait déjà dit non, une première fois, à l'idée du tout petit.
Motobécane a entendu la leçon réglementaire. Il fallait des pédales. Mais elle n'a pas entendu la leçon commerciale. Peut-être que personne ne voulait, tout simplement, de cette catégorie de machines. On a corrigé le détail juridique en laissant intacte l'erreur de fond. Alors les ingénieurs de Saint-Quentin ont trouvé la parade. Ils allaient équiper leur machine de pédales. Avec des pédales, l'engin resterait un simple cyclomoteur, accessible à tous, sans permis ni formalité. Sur ce point précis, le point réglementaire, la Mobix allait être plus intelligente que le Micron. Ce serait la seule chose qu'elle ferait mieux. Pour tout le reste, elle allait échouer d'une façon que personne, dans l'euphorie du projet, ne semble avoir vu venir. Chapitre 4. La valise à moteur. Le premier de ces engins étranges est dévoilé au Salon de Paris de 1971. Il s'appelle le X1. Notons-le au passage, parce que la confusion est fréquente. Le nom commercial Mobix, celui qui deviendra célèbre chez les collectionneurs, ne désignera officiellement que le modèle suivant. Ce premier-là, on l'appelle cyclomoteur X1 ou Caddy X1. Mais c'est bien lui le pionnier, le tout premier pocket bike français homologué en cyclomoteur, précisément grâce à ses pédales. Et quand on le regarde, on comprend l'ambition. C'est une machine d'1,25 m de long à peine, 45 cm de large, 28 kg sur la balance. Un cadre tubulaire enveloppé de 2 demi-coques en plastique, blanc, avec des décors orange, les couleurs du début des années 70. Le moteur est un petit isodyne issu de la gamme Caddy, un cheval et un dixième, pas davantage. La vitesse de pointe plafonne à 30,5 km/h. La consommation tombe en dessous de 2 litres au 100 km. Les roues font 2,5 sur 9 pouces en alliage léger. Les freins sont des tambours de 70 mm. Le réservoir contient 2 litres. Et puis il y a le geste. Le fameux geste pour lequel toute la machine a été conçue. La selle se replie. Le guidon se rabat. Une poignée de portage est fixée sur la poutre centrale. On saisit l'engin par cette poignée, comme une valise, et on le glisse à l'arrière du camping-car. C'est là, dans ce geste, que réside tout le rêve de la Mobix. Une machine qu'on porte comme un bagage. La liberté pliée en deux. Mais regardez à nouveau la fiche technique et cherchez ce qui manque. Cherchez bien. Il n'y a aucune suspension. Ni à l'avant, ni à l'arrière. Rien. Sur une machine destinée à rouler sur les routes de vacances françaises, c'est-à-dire dans les années 70, sur des départementales défoncées, des chemins de camping en gravier, des nids de poules à chaque virage. Pour gagner en compacité et en légèreté, les concepteurs avaient tout simplement supprimé ce qui, sur une vraie mobilette, absorbait les chocs de la route. On y reviendra. Longuement. La presse spécialisée essaya ces machines dès leur sortie. Un banc d'essai du X1 paraît dans le magazine Cyclomoto à l'été 1972. D'autres suivront dans les années suivantes. Mais la Mobix n'était pas un objet qui se jugeait sur un stand de salon, ni sur une piste lisse. Elle se jugeait sur la route. Et c'est sur la route française, celle des vraies vacances, des vrais chemins de camping et des vrais nids de poules, qu'elle allait révéler le défaut inscrit au cœur même de sa conception. Il y avait 2 versions, le X1 et le X1L, cette dernière dotée de clignotants et d'un feu stop. Et déjà, à ce stade, le projet portait en lui une contradiction que Jean Goyard a résumée d'une phrase assassine. Le X1 coûtait environ 50% de plus qu'un cyclomoteur aux performances comparables. 50% de plus. Pour rouler moins vite, moins confortablement, moins sûrement. On payait le supplément pour le privilège de porter sa machine comme une valise. Le X1 traversa la Manche au printemps 1973 et fit sensation. La presse britannique salua son allure moderne, presque futuriste, une petite chose qui ressemblait à un objet de science-fiction. Puis les essayeurs anglais montèrent dessus. Et l'enthousiasme retomba d'un coup. Le petit moteur Caddy, ils le jugèrent misérable, incapable de dépasser 30 à 33 km/h. Et de sa robe blanche, ils tirèrent un surnom qui allait coller à la peau de la machine. La limace albinos. Le missile du Salon de Paris était devenu, outre-Manche, une limace.
Chapitre 5. Le Super X1. Face à un moteur jugé trop faible, Motobécane fit ce que font toutes les entreprises confiantes. Elle en remit une couche. Plus gros, plus lourd, plus rapide. En 1973 et 1974 arrive le X7. Et c'est lui, cette fois, qui portera officiellement le nom de Mobix. Le X7 reprend le moteur AV7, celui de la bleue, la vraie mobilette. 2 chevaux désormais, une vitesse de pointe qui grimpe entre 44 et 45 km/h. Les roues passent à 10 pouces, les freins à 80 mm, le réservoir à 3,6 litres. La machine s'alourdit à 37 kg et s'allonge à 1,45 m. Surtout, on ajoute enfin une fourche télescopique courte à l'avant, sur toutes les versions. À l'arrière, selon les modèles, c'est le cadre rigide ou une suspension oscillante. Le carénage, en polypropylène, adopte des teintes de leur époque, le plus souvent jaune à décor prune, parfois turquoise, et en quelques rares exemplaires devenus le Graal des collectionneurs, Somo. La gamme se ramifie avec cette gourmandise un peu vaine des entreprises qui croient au succès. X7 simple, X7L, X7V avec le variateur Mobimatic, X7AL à suspension arrière, X7AVL en haut de gamme. Côté tarif, on connaît les chiffres, eux avec précision. En novembre 1973, le X7 standard s'affiche à 900 francs, la version L à 1120 francs, la version V à 1300 francs. Un collectionneur, facture à l'appui, atteste avoir acheté un X7 haut de gamme neuf en 1974 pour 1460 francs. Mais le détail le plus révélateur du X7 n'est pas dans sa fiche technique. Il est dans une phrase du discours commercial. Car Motobécane, en présentant le X7, ne parle plus vraiment de camping ni de plaisance. La machine est désormais présentée, je cite, comme spécialement conçue pour la ville et destinée à une clientèle jeune. Vous avez bien entendu. Le cyclomoteur de loisir, la moto-valise du caravanier, s'est mué en 2 roues urbains pour adolescents. En l'espace de 2 ans, le concept fondateur a changé de cible. Ce glissement n'est pas anodin. C'est l'aveu, discret mais réel, que le rêve initial ne prenait pas. Que le caravanier, finalement, n'achetait pas de moto-valise. Qu'il fallait vite trouver un autre public pour écouler la production. Ceux qui savent lire les catalogues d'entreprises savent lire aussi ce genre de repositionnement. C'est le bruit d'une porte qui, doucement, commence à se refermer. Et pourtant, à cet instant précis, Motobécane est plus puissante que jamais. En 1974, l'usine de Rouvroy sort 750 000 mobylettes en 12 mois, un record de production qui ne sera jamais dépassé. Une année, dit-on, la production totale a même frôlé les 900 000 cyclomoteurs. La France, avec son trio Motobécane, Solex, Peugeot, est le 2e pays producteur de 2 roues au monde, juste derrière le Japon. Le géant tricolore n'a jamais été aussi grand. Et la maison ne se contente pas de produire, elle absorbe. En 1975, Motobécane prend le contrôle de son vieux rival Vélo Solex et rapatrie sa fabrication à Saint-Quentin. Le roi n'agrandissait plus seulement son usine, il rachetait ses concurrents. Rien, absolument rien dans ce paysage-là ne semblait annoncer une fin. C'est cette confiance-là qui a tout permis. C'est parce qu'on était au sommet qu'on pouvait se payer le luxe d'une lubie, d'un pari sur une catégorie inédite. Personne dans ces halls qui crachaient 3/4 million de machines par an ne pouvait imaginer que la petite Mobix, cet objet marginal, cette curiosité, ce jouet, deviendrait un jour le symbole miniature de tout ce qui allait emporter la maison. Frédéric Pillet a résumé le paradoxe d'une formule que je vous demande de garder en tête pour la suite. En 1973 et 1974, dit-il, Motobécane ne fabriquait que de l'utilitaire, des engins pour aller au travail. Au moment même où sa clientèle, lasse de la mob sous la pluie et dans le vent, commençait à basculer, définitivement, vers l'automobile. Le roi était au sommet de sa montagne, et il regardait dans la mauvaise direction. Chapitre 6. Des roues de poupée sur les routes de France. J'avais dit qu'on y reviendrait. Nous y voilà.
Parce que c'est ici, sur ce point précis, que le rêve de la Mobix se brise contre une chose que ni le marketing, ni la direction, ni le désir de faire tout petit ne peuvent contourner. Les lois de la physique. Reprenons la machine et regardons sa géométrie. De toutes petites roues, 9 pouces sur le X1, 10 sur le X7, et par-dessus, un guidon de largeur normale, celui d'une vraie mobilette. Cette combinaison, n'importe quel mécanicien vous le dira, est une combinaison instable. Les petits trous rendent la direction nerveuse, prompte à se dérober au moindre trou. Le grand guidon amplifie chaque mouvement. Et sur des routes françaises qui, dans ces années-là, n'avaient rien des billards d'aujourd'hui, cela donnait une machine qui se cabrait, plongeait, chassait. Ceux qui la connaissent le mieux, aujourd'hui, les collectionneurs qui l'ont restaurée, pilotée, revendue, ne se cachent pas pour le dire. On déconseille la Mobix à une débutante. L'association des petits trous et du grand guidon n'est en rien un gage de stabilité. C'est une machine à essayer longuement avant de songer à l'adopter. Un autre détail, plus glaçant encore. Au freinage, avec cet équilibre-là, on pouvait aisément passer par-dessus le guidon. Basculer. Voler. Et cela, ce n'est pas une légende de forum. C'est attesté par un fait technique que la maison elle-même a fini par reconnaître. Car Motobécane a ajouté un ressort anti-blocage sur le frein avant. Pesez bien ce que cela signifie. L'usine a conçu une machine si mal équilibrée qu'elle a dû ensuite y boulonner un dispositif pour empêcher le pilote de faire un saut périlleux à chaque coup de frein appuyé. On ne corrige pas ainsi un défaut de finition. On corrige ainsi une erreur de conception. Et il faut comprendre pourquoi cette erreur était, d'une certaine façon, inévitable, inscrite dans le cahier des charges lui-même. Pour qu'une machine tienne dans un coffre de voiture, il lui faut de petits trous. Pour qu'elle soit assez légère qu'on la porte d'une seule main, il faut lui retirer sa suspension. Mais ce sont précisément les grandes roues et la suspension qui permettent à un deux roues d'absorber la route et de rester droit. Les ingénieurs de Saint-Quentin n'ont pas commis une bévue d'inattention. Ils ont fait un choix, en pleine conscience. Ils ont choisi la valise contre la route, l'objet qu'on range contre l'engin qu'on pilote. Tout le reste, le ressort correctif, les carénages colorés, les 5 versions du catalogue, ne fut qu'une tentative de maquiller une décision prise au tout début et qu'on ne pouvait plus défaire. Ajoutez à cela le péché originel du X1, l'absence totale de suspension. Sur une chaussée déformée, à 40 ou 45 km/h, chaque bosse remontait directement dans les bras et le dos du pilote. La machine censée incarner la liberté des vacances était, sur la route des vacances, moins confortable et moins sûre que la vieille mobilette qu'elle prétendait compléter. Et c'est là qu'intervient le témoignage le plus accablant, parce qu'il vient d'un homme qui aime ces machines. Michel Terrier, collectionneur, facture d'époque à l'appui, a comparé les deux engins sans complaisance. Son verdict est sans appel. La mobilette, avec ses grandes roues, tenait mieux la route et offrait plus de confort que la Mobix. Or, et c'est le coup de grâce, la motorisation était identique. Vous m'avez bien entendu. Même moteur. On payait plus cher pour une machine moins stable, moins confortable et pas plus rapide. Il faut se représenter le Caravanier de 1973. Il a fait confiance au plus grand nom du deux roues français. Il a payé le prix fort, sans discuter, parce que c'était une Motobécane. Il déplie sa machine sur le terrain de camping, fier de son emplette, sous le regard des voisins. Puis il s'élance sur le premier chemin caillouteux, vers le village, vers le pain du matin. Et là, ce petit engin si sage une fois replié, se révèle une chose nerveuse et sautillante, qui tremble dans les mains et menace, à chaque nid de poule, de le jeter à terre. Le nom qui avait appris à rouler à toute la France venait, pour lui, de trahir sa promesse la plus élémentaire, celle de le ramener entier. Les Anglais, eux, ne s'étaient pas embarrassés de nuances. Le moteur caddie du X1, il l'avait jugé misérable, incapable de dépasser 30 à 33 km/h.
et de sa robe blafarde, ils avaient tiré ce surnom cruel, la limace albinos. Le X7, avec le moteur de la bleue, corrigea bien le problème de puissance. Mais il ne corrigea jamais le vice de fond. Les roues restaient minuscules, le guidon restait grand, le déséquilibre restait entier. Et une machine instable qui va plus vite n'est pas une machine plus sûre. C'est une machine plus dangereuse. Et il y a une ironie de plus sombre que les autres. Cette machine repositionnée pour les jeunes, vendue à une clientèle souvent novice, était précisément celle qu'il fallait le plus d'expérience pour maîtriser. On mettait les moins aguerris sur la plus capricieuse des montures. Le débutant, à qui les connaisseurs déconseillaient la Mobix, était, bien souvent, celui-là même à qui on la vendait. Voilà la tragédie de la Mobix, tout entière tenue dans une phrase. En sacrifiant la physique élémentaire de la stabilité au culte de la petitesse, Motobécane avait transformé une idée visionnaire en gadget dangereux. Chapitre 7. L'invendable. Il reste une question, la plus simple de toutes, celle du nombre. Combien de Mobix furent vendus ? Et sur ce point, je dois m'arrêter et vous dire la vérité sur ce que nous ne savons pas. Nous ne le savons pas. Personne ne le sait. J'ai cherché, dans les encyclopédies de la moto, dans les archives de la marque, chez les clubs de collectionneurs, dans la presse spécialisée d'époque. Aucun total de production. Aucun chiffre de vente annuel. Ni pour le X1, ni pour le X7. Le silence est total. Et ce silence, en soi, dit quelque chose. On documente les succès. On oublie les échecs. C'est une règle presque sans exception de l'histoire industrielle. Les triomphes laissent des rapports, des archives, des chiffres qu'on brandit fièrement. Les fiascos, eux, s'effacent dans un silence gêné. Que la Mobix n'ait laissé aucun total de production n'est pas un simple accident de conservation. C'est la trace, en creux, de la discrète honte d'une maison qui préférait ne pas compter. Une machine dont personne n'a pris la peine de conserver les chiffres est une machine dont, très tôt, plus personne n'était fier. On peut au moins reconstituer la logique de l'échec, même privé des chiffres. La Mobix tombait entre tous les tabourets à la fois. Trop cher pour un simple jouet de vacances, au prix d'une vraie mobilette, nous l'avons vu. Trop instable et trop inconfortable pour servir de véritable moyen de transport quotidien. Et lorsque la maison, sentant que le loisir ne prenait pas, l'a rebaptisée « machine pour la ville et pour les jeunes », elle n'a fait que déplacer l'impasse. En ville aussi, un adolescent pouvait s'offrir pour la même somme un cyclomoteur plus rapide, plus stable et plus fiable. Il n'existait littéralement aucun acheteur pour qui la Mobix représentait le meilleur choix. C'est peut-être la définition la plus exacte d'un produit invendable. Non pas une machine que personne n'aime, mais une machine que personne n'a de raison de préférer. D'ailleurs, l'histoire avait prévenu. Le Micron de Solex, quelques années plus tôt, avait déjà buté sur la même illusion, celle que le public voulait plus petit. Il ne le voulait pas. Motobécane, en reprenant l'idée, n'avait fait que répéter, en plus cher et plus instable, un échec déjà écrit. Ce qui subsiste, ce sont des indices. La couleur saumon, produite en quelques exemplaires confidentiels, devenue introuvable. Les pièces, aujourd'hui, quasiment impossibles à retrouver, parce qu'elles n'équipaient que cette machine et aucune autre. Et c'est ici que se glisse l'hypothèse la plus troublante de toute cette histoire. Une hypothèse, j'insiste, et non un fait établi. Voici ce que l'on sait, avec certitude. Le X1 et le X7 ne partageaient aucune pièce. Aucune. Des carénages entièrement différents. Des moules entièrement différents. Deux outillages plastiques distincts pour deux machines qui, commercialement, échouaient l'une comme l'autre. Le journaliste britannique Mark Daniels, l'un des rares à avoir sérieusement étudié ces engins, souligne d'ailleurs l'introuvable rareté des pièces essentielles de ces machines. Et de ce fait vérifié naît une supposition raisonnable, que je ne peux vous présenter qu'au conditionnel parce qu'aucun chiffre ne l'appuie. Il est probable que la maison ait englouti dans ces moules spécifiques et ce double outillage des sommes considérables, pour un produit qui ne s'est jamais vendu. Le gâchis a sans doute été réel.
Son montant, lui, restera à jamais inconnu. Et la question qui hante ce chapitre, qui a décidé, qui a défendu ce projet, combien a-t-il coûté, reste elle aussi sans réponse. Éric Jolm dirigeait le bureau d'études, mais nul ne lui attribue la Mobix. Le père de cette machine a disparu des archives, comme si chacun, dès le départ, avait pris soin de ne pas signer. Pour les concessionnaires Motobécane, ces machines devaient s'attarder en vitrine plus longtemps que les autres, occupant la place, immobilisant l'argent. On ignore combien furent produites. On devine leur sort. L'invendu qu'on finit par solder, le modèle qu'on retire discrètement du catalogue, la gamme qu'on laisse s'éteindre sans oraison. En mars 1976, les deux modèles sont arrêtés. Le X1 aura été produit de 1971 à 1974. Le X7 lui aura brièvement succédé. 5 ans, en tout et pour tout. Le verdict de Marc Daniels tient là encore en quelques mots. Plus une nouveauté qu'une réussite durable. Une curiosité. Une parenthèse. Un objet que la grande maison a refermé sans bruit, et sans jamais avouer combien il lui avait coûté. Chapitre 8. La chute du géant, l'oubli de l'OVNI. Il faut maintenant dire une chose, clairement, pour ne pas mentir par exagération. La Mobix n'a pas tué Motobécane. Ce serait une belle histoire, bien ronde, mais ce serait faux. La Mobix n'est qu'une erreur parmi d'autres. Le véritable fossoyeur du géant tricolore portait un autre nom, la concurrence japonaise, et le retard d'une marque qui ne voulait pas voir l'avenir. Rappelez-vous la phrase de Frédéric Pillet. En 1973 et 1974, Motobécane ne fabriquait que de l'utilitaire, des engins pour aller au travail. Pendant que Honda, Yamaha, Suzuki inondaient le monde de motos fiables, modernes, désirables, le roi français fabriquait, encore et toujours, la Mob pour aller à l'usine sous la pluie. Et sa direction, Charles Benoît, toujours décideur, dont Pillet dit qu'il n'avait pas forcément la bonne vision, regardait ailleurs. Il faut mesurer la nature de la vague qui montait. Les constructeurs japonais n'apportaient pas seulement des prix plus bas, ils apportaient une autre idée du deux roues. Des machines qui démarraient au quart de tour, qui ne tombaient pas en panne, qu'on n'avait plus besoin de savoir réparer soi-même le dimanche. Ils apportaient le scooter moderne, la petite moto fiable, l'objet désirable dont la jeunesse rêvait désormais. Face à cela, la mobilette à pédales, son moteur qu'il fallait lancer en pédalant, sa chaîne, sa bougie à décrasser, son mélange à préparer, appartenaient déjà à un autre âge. Motobécane avait bâti un empire sur un objet que la France entière possédait. Elle n'avait pas vu que la France entière, désormais, voulait autre chose. Et quand une entreprise ne vend qu'un seul type de produit et que ce produit se démode, ce n'est pas une gamme qui vieillit, c'est toute la maison. Alors le sol s'est dérobé. Regardez la chronologie. À la fin des années 70, le marché français du cyclomoteur s'effondre de près de 50%. À partir de 1978, l'effectif de Saint-Quentin décline, continuellement, année après année. Le 7 février 1983, le journal Le Monde titre « Motobécane est au bord de la faillite ». Le déficit d'un seul exercice dépasse 24,6 millions de francs. Les fournisseurs, méfiants, exigent désormais d'être payés comptant. Le président, Jean-Claude Noblet, démissionne. Le dépôt de bilan tombe au début des années 80. 1981 pour les uns, 1983 pour les autres. Les sources divergent sur la date exacte de la faillite formelle. Mais la substance, elle, ne varie pas. Le roi était à terre. Mais derrière ces dates, il y a une ville, et il faut s'y arrêter. Chaque année de recul, à partir de 1978, ce sont des postes qu'on ne remplace plus, des ateliers qui se vident par le bord, des équipes qu'on ne reconstitue pas après les départs. La ville mobilette, celle qui avait fait vivre plusieurs milliers de familles, regardait fondre, poste après poste, la raison même de son existence. Les syndicats se battaient, la CGT en tête, comme ils s'étaient battus au printemps 71. Mais on ne fait pas grève contre une vague venue de l'autre bout du monde. On ne bloque pas les chaînes d'Osaka avec un piquet devant les grilles de la rue de la Fer. Et il y avait, dans cette lente asphyxie, une cruauté particulière pour ces ouvriers-là. Beaucoup, une génération plus tôt, étaient venus du textile pour apprendre la mécanique, quand leur première industrie s'était éteinte. Ils voyaient à présent leur second métier s'éteindre à son tour.
2 industries, une même région, la même patience du geste et la même fin. Car Motobécane ne tombait pas seul. Tout un pan de l'industrie française du 2 roues sombrait en même temps, jusqu'à ce même vélo Solex qu'elle avait racheté quelques années plus tôt, et tant d'autres noms qui avaient fait rouler le pays. C'était une industrie entière qui s'éteignait, emportée par la même vague, victime de la même cécité. Celle d'avoir cru que ce qui avait fait le succès d'hier ferait aussi, sans effort, celui de demain. Ce qui suit ressemble à un sauvetage, et c'en fut un, mais au prix du nom. Un homme du métier, Xavier Maugendre, ancien importateur de Kawasaki en France, reprend les actifs et fonde une nouvelle société, MBK Industries. 3 lettres, MBK. Le vieux sigle télégraphique de Motobécane, désormais réduit à ses initiales. Le capital est modeste, 250 000 francs, majoritairement français, avec la région Picardie autour de table, et une part japonaise apportée par un consortium autour de Yamaha. 2 hommes de Sonoto, la représentation de Yamaha en France, Jean-Claude Olivier et Norbert Wagner, jouent un rôle décisif pour convaincre les Japonais de produire, non pas chez eux, mais ici, dans l'Aisne. En 1986, Yamaha devient actionnaire majoritaire. Et le nom de Motobécane, ce nom qui avait équipé la France pendant un demi-siècle, s'efface au profit de MBK. Il y a dans ce sauvetage une ironie que personne à Saint-Quentin n'a pu manquer. Ceux qui avaient emporté Motobécane, les Japonais, étaient désormais ceux qui la faisaient vivre. La main qui avait poussé le géant à terre était la même qui, maintenant, le relevait, sous un autre nom, à ses propres conditions. Et pourtant, voici le paradoxe qui rend cette histoire différente de tant d'autres. L'usine, elle, n'est pas morte. Elle vit encore. Le site de Saint-Quentin et Rouvroy est aujourd'hui la seule usine Yamaha d'Europe. En 2022, 625 salariés y produisaient encore 80 000 de roues par an. La dernière mobilette thermique en était sortie le 26 novembre 2002. La fin d'une lignée commençait un demi-siècle plus tôt. Et en janvier 2024, dernier tour de vis, Yamaha a rebaptisé le site Yamaha Motor Manufacturing Europe, effaçant jusqu'au sigle MBK. À Pantin, là où tout avait commencé, c'est aujourd'hui la maison Hermès qui occupe les lieux. Il reste, rue de la Fère, un musée, plus de 120 modèles alignés, pour dire aux visiteurs ce que ce nom a signifié. Dans ce musée, quelque part entre les bleus alignés et les modèles de course, il y a forcément une Mobix. Jaune et prune, peut-être turquoise, ou l'un de ces rares exemplaires saumon. Les visiteurs s'arrêtent devant, intrigués, amusés. Les plus âgés fouillent leur mémoire sans toujours la retrouver. Elle est là, la motovalise, non plus comme un produit, mais comme une pièce de curiosité. La preuve conservée qu'un jour, la plus sérieuse des maisons françaises s'est autorisée la plus étrange des folies. Voilà la vérité de cette fin. Les murs tiennent, les chaînes tournent encore, des hommes et des femmes franchissent toujours ces grilles le matin, mais au-dessus de la porte, ce n'est plus le nom de Charles Benoît. La survie a été industrielle, elle n'a pas été symbolique. L'usine a vécu, la marque est morte. Et dans le pays de Saint-Quentin, ceux qui disent encore qu'il reste Motobécane pointent désormais dans une usine qui porte un nom japonais. C'est une forme de survie étrange, presque cruelle dans sa douceur. Ailleurs, les grandes usines mortes offrent au moins la dignité de la ruine. Le silence, les vitres brisées, l'herbe entre les dalles, un lieu où l'on peut venir se recueillir. Ici, rien de tel. Ici, l'usine chante encore. Elle produit, elle embauche, elle exporte. Simplement, elle ne porte plus le nom qui l'avait fait naître. Le deuil est là, mais il n'a pas de tombe. On ne pleure pas des murs abandonnés, on pleure un nom effacé sur des murs restés bien vivants. 14 millions de mobylettes en 53 ans. Voilà ce que fut cette maison. Et au milieu de ce fleuve de machines populaires, aimées, gravées dans la mémoire de tout un pays, il y a cette petite chose bizarre, jaune et prune, aux roues de poupée. La Mobix. Devenue objet de collection, curiosité culte, ovni que les amateurs adorent ou détestent sans demi-mesure,
on la surnomme le tabouret. Ces codes vont de quelques centaines à plus de 1600 €. Ces pièces de plastique, fragiles, cassent à la moindre chute et sont introuvables. Elle est le secret un peu honteux d'une icône nationale. La maison qui a appris à rouler à la France entière a aussi fabriqué cela, l'engin que personne n'a voulu signer. Et si l'on cherche, dans cette petite machine invendable, la trace de ce qui a emporté le géant, on la trouve. Car la Mobix a commis, en miniature, l'erreur exacte que Motobécane allait commettre en grand. À force de vouloir une chose, la petitesse pour l'une, l'utilitaire éternel pour l'autre, elle a cessé de regarder la route. Et sur la route, à 45 km/h, quand on ne regarde pas où l'on va, on finit toujours par tomber.